Le titre qui m'est venu, hors d'eux, pose un certain nombre de questions, dans la mesure où, bien sûr, deux peut s'écrire autrement, et surtout peut être un chiffre, un nombre. Un nombre, c'est-à-dire que ça va nous conduire à interroger l'ordre ordinal et l'ordre cardinal, c'est-à-dire ce qui apparaît vers les années 1870, donc à la fin du XIXe siècle, élaboré par Cantor à propos de la théorie des ensembles. Alors, on ne va pas faire du tout une analyse mathématique, j'en serais bien incapable, mais néanmoins, vous allez voir que ça permet de prendre en compte quelque chose, justement, dont on a parlé, qui est la substance jouissante, qui en elle-même n'est déjà pas une substance, au sens de la substance pensante et la substance étendue. Et nous partons de cette position qui est celle du psychanalyste, et on verra dans quelle mesure ça permet d'envisager aussi le moment où il rejoint l'artiste, c'est-à-dire où la psychanalyse prend de la graine de l'art, dans la mesure où ce qui est en jeu, en fait, dans le transfert, ce qui est en jeu dans la découverte freudienne de l'inconscient, même si Freud est parti de là, ce qu'on peut appeler en allemand l'Unbekannt, le non connu, l'inconscient n'est pas le non connu. L'inconscient est un savoir qui s'invente, qui s'élabore. Donc c'est pas quelque chose qui est caché et que nous aurions à découvrir. Voilà je crois, la grande nouveauté. Et du coup, vous voyez que ça pose la question bien sûr, du temps et de l'espace qui est en jeu, parce que le temps et l'espace où il s'agit de découvrir, c'est le temps et l'espace cartésien, c'est évident, c'est celui du plan, et il nous est transmis, d'après ce qu'on peut connaître par les Grecs, c'est le moré géométrico, la géométrie qu'on a apprise quand on a fait nos études, quand nous avons fait nos études. Une géométrique, l'étymologie, c'est gay, la terre, et le métron, c'est-à-dire la mesure. Et vous voyez que dans la géométrie, en fait, dans cet espace cartésien, eh bien, c'est quelque chose qui pose qu'il y a une mesure. Donc, il y a possibilité de définir, de délimiter, de préciser. Et c'est dans cet espace-là, alors, celui du 2, on verra un peu comment les choses s'articulent, que se trouve quoi? Eh bien, finalement, le mot, le nom, tout ce qui désigne quelque chose. Et bien sûr, si on prend le signifiant au sens de quoi? Alors, il y a une formule de Lacan. C'est-à-dire que le signifiant présente le sujet pour un autre signifiant. L'important, c'est pas de comprendre, parce que si on veut comprendre, on est à nouveau dans le 2.
c'est que cette formule elle-même nous donne, nous transmet qu'il y a quelque chose que l'on ne peut pas saisir. Et c'est là qu'apparaît, dans cette difficulté à saisir, la dimension du 3, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler la question du volume, de l'épaisseur, de quelque chose qui fait que quand quelqu'un vient parler, eh bien sûr, il est pris dans la dimension du 2, et il ne va cesser de parler selon le mode 2, à écrire D'(EUX, DEUX, et Lacan en a fait S2. Mais dans l'écriture de Lacan, il y a S, c'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi on parle, justement. Voilà. Toute l'écriture, toutes les mathènes de Lacan présentent la caractéristique de ne pas donner, justement, de définition aux choses, de précision, de délimitation. Il s'agit de l'objet petit a, du S barré, du S1, du S2, et toute cette définition même, qui est écrite avec des lettres, on pourrait dire peut-être aussi avec des chiffres, vous savez que l'inconscient, c'est la façon dont quelque chose se chiffre, et il va s'agir de déchiffrer. Déchiffrer, c'est quoi? C'est retrouver du sens, c'est revenir dans cette articulation du 2 et du 3. Mais ce qui nous intéresse à travers ce hors 2, c'est qu'est-ce que cette découverte des mathématiciens qui va conduire au fait qu'il y a du 3 d'abord. C'est-à-dire que c'est pour autant qu'il y a du 3 d'abord, ce qu'on va appeler le réel est 3. Qu'est-ce qui va faire que, dans cette perspective-là, quelque chose pourra s'élaborer, j'insiste bien, l'inconscient c'est du savoir qui s'élabore, c'est pas du savoir caché, ça c'est toute la psychologisation de la psychanalyse, c'est pas du savoir caché qu'on va chercher comme ça, ça fait penser d'ailleurs à toutes sortes une certaine dimension, on va dire, philosophique ou religieuse, c'est un peu du même ordre, c'est le même type de discours, même si il ne s'agit pas des mêmes choses dont on parle, ou si on n'en parle pas de la même façon, on est toujours dans le plan, dans le fait de comprendre, dans le 2, dans le fait que, dans ce 2, apparaît quoi? Eh bien, la pensée. La pensée, la cogitation. Et comme je l'ai mis dans un article que j'ai écrit là, dans l'articulation de l'année dernière et de cette année, que j'ai intitulé, il est sur son écrit, le point que nous sommes, pas du tout où nous sommes, nous ne savons pas du tout où nous sommes, le point que nous sommes, cette dimension-là, elle n'advient que pour autant que la dimension de la cogitation, de tout ce qui correspond au fait qu'on se fait, on s'imagine, toute cette dimension de réfléchi qui évoque la sphère, toute cette dimension de la sphère et du plan, tout ça est dépassé. Donc, le transfert présente la caractéristique de mettre en direction du 3, ce que j'ai appelé le hors 2, et ce que j'ai repris évidemment dans un séminaire de Lacan, où il posait ainsi le chiffre de l'amour. Le chiffre de l'amour, c'est hors 2, puisque le 2, c'est le narcissisme, et vous savez que le narcissisme ne va pas bien loin. Donc, vous voyez que l'amour, du coup, c'est autre chose que ce qu'il en est des sentiments. C'est un discours particulier qui survient à un certain moment chez un être parent. Du moins dans la perspective où on l'examine. Alors, c'est quand même très fort, parce que ce que j'essaie de vous dire là, c'est évidemment quelque chose qui m'est venu à la suite d'une relecture cet été de certains séminaires de Lacan, notamment les non-dupes R. Il s'agit justement d'être dupe du 3, c'est-à-dire de ce que Lacan va appeler la structure. Mais il ne faut pas imaginer une structure au sens psychologique, c'est-à-dire qu'il y aurait les perversions, les névroses, tous ces trucs-là. Non, ça on est dans le 2.
Parce qu'on est capable de dire ce que c'est. Dès qu'on est capable de dire ce que c'est, on est dans la dimension de la limite, de la définition, de la délimitation, on est dans le 2. Alors qu'est-ce que c'est que ce champ particulier? Vous voyez que d'emblée apparaît la question du chant, c'est-à-dire la question du son, la question du son au sens où le son, c'est comme ça que moi je l'appelle, évidemment ne se réduit pas du tout au sonore, au contraire, c'est quelque chose qui dépasse le sonore, on aura l'occasion d'y revenir. Et qu'est-ce que c'est donc que ce chant du 3, où l'important c'est qu'il y ait trois dimensions, d'accord, on appelle ça le réel, le symbolique et l'imaginaire, mais l'important, ça n'est pas de repérer ce qui appartient à chaque dimension. L'important, c'est ce qui les fait 3. C'est la consistance qu'ils sont au point où ils font 3. Et c'est ça la question du point. C'est ce que Lacan va essayer, va expérimenter avec ce qu'il appelle ses ronds de ficelle, pour qu'à un certain moment, dans la mesure où les 3 sont indispensables, mais le symbolique joue le même rôle vis-à-vis de l'imaginaire et du réel, que l'imaginaire joue le même rôle vis-à-vis du symbolique et du réel, que le réel vis-à-vis du symbolique et de l'imaginaire. C'est absolument impensable. Voilà, c'est ça la dimension du 3. C'est pas du domaine de la pensée. C'est là qu'on peut toucher ce qu'il en est de la création, un peu la création et la dimension. C'est impensable. Et pourtant, on peut dans l'après-coup, puisque quand il a lieu, on ne peut pas le penser au moment où il a lieu, c'est seulement dans l'après-coup, on peut en dire quelque chose pour autant que quelque chose de nouveau, ce que finalement on appelle le esbarré, le sujet, quelque chose de nouveau est advenu, mais il est advenu et, comme une éclipse, il disparaît. Mais, si ce temps a eu lieu, si ce point de tiraillement a eu lieu, alors, quelque chose n'est plus comme avant. Donc c'est dans les effets de son advenu qu'on peut en dire quelque chose, et vous voyez qu'on retrouve toujours le même processus, celui qui est mis en jeu dans la dialectique du mot d'esprit, et qu'il faut d'abord que la pensée soit sidérée. Dès que je pense, je suis dans la sphère, dans le 2, dans la compréhension, je suis dans ce que Lacan a défini comme des discours du maître, discours universitaires. C'est-à-dire je vais expliquer, je vais commander, je vais commenter, mais oui, commenter, c'est quelque chose du même ordre. C'est-à-dire je vais exercer sur l'autre un certain pouvoir par le savoir que je développe. Mais on est bien obligé de passer par là, mais c'est pas ça qui est au cœur du transfert et au cœur du fait que quelque chose de nouveau peut advenir. Alors pourquoi c'est comme ça? C'est assez facile de répondre. Moi c'est un peu botté en touche, mais quand même, c'est parce que l'espace de l'être parlant, c'est le 3. Voilà, l'espace de l'être parlant, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que nous soyons habités par le langage et que nous habitions le langage nous fait toucher à ça. Vous voyez, c'est presque ça qui nous différencie finalement de cet animal, l'animal parlant que nous sommes, de l'animal. Alors, il aura fallu, puisque ça ne peut se trouver, comme je l'ai dit, que dans un futur antérieur, il aura fallu que quelque chose, comment dire ça, que quelque chose d'invisible, d'inouï, d'immatériel. Mais encore en disant ça, oui, dès qu'on dit des mots, on fige. Et pourtant, on est bien obligé de passer par les mots. Mais il aura fallu, alors ça y est, ça me vient, il aura fallu un décantage
comme quand on décante du vin. Un décantage du sens, des mots, et une analyse, ça sert à ça. Ça ne sert pas à comprendre. Alors, bien sûr, on va penser qu'on a tout un temps, etc. Mais finalement, on se rend compte qu'après tout, qu'est-ce qu'on peut bien en dire? C'est une vraie question. Mais ce qui est important, c'est que tout ce qui est dans cette dimension du 2 et qui, on pourrait dire, aspire au 3, puisque c'est d'abord 3, mais pas d'abord dans une temporalité de la psychogénèse, dans une temporalité structurale, il y a du 3 du fait du langage. Est-ce que les mathématiques vont... Bon, là je ne suis pas capable de le démontrer, mais enfin j'ai trouvé ça évidemment avec Lacan, lecteur des ouvrages mathématiques. Il va en résulter que le 2, eh bien, c'est lié à la somme du 1 et du 3. Il ne pas du tout dans l'ordinal. 1 plus 3, ça ne fait pas 2. Le 2 dont on parle, il faut qu'il y ait d'abord le 3 et le 1, et pour arriver ce faux second qu'est le 2. Et le 2, eh bien, c'est le domaine de l'imaginaire. Entre autres, l'imaginaire nous endort dans du sens, agréable ou désagréable, nous endort. Et nous ne pouvons qu'être redevables à l'artiste de nous réveiller justement dans le fait que le sens, il est finalement infini ou indéfini. Sur le tableau, ou dans la musique, ou sur la sculpture, etc. On pourra apprendre ça un peu tout à l'heure, si vous voulez. Donc voilà un peu c'est qu'à me dire, je ne dirais pas le point de départ, mais le point qui est en jeu, a priori, dans cette année, et ce mot hors 2, oui, c'est aussi finalement ordre 2. Le hors, c'est aussi la question de l'ordre et de l'ordre, et toute la question est justement de pouvoir, et là on peut reprendre ce qu'on a dit l'an dernier, les 4 catégories modales dont parle Lacan. Ce qui ne cesse pas de s'écrire, le nécessaire, ne cesse pas nécessité. Ce qui ne cesse pas de s'écrire, ça c'est le discours habituel, c'est vraiment le 2, je pourrais dire. On ne va pas dire du mal du 2, puisqu'on est bien obligé de passer par là, et qu'on parle. On est dans cette perspective-là, qui vient recouvrir ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, le réel, au sens de cette impossibilité du rapport sexuel. On pourra reprendre ces éléments-là de façon un peu plus élaborée. Et tout l'intérêt, c'est que ça peut, à un moment, de façon contingente, ça peut cesser de ne pas s'écrire. Le contingent, c'est quand ça cesse de ne pas s'écrire. Et alors advient ce qui cesse de s'écrire, on peut articuler ça comme on veut, ce qui cesse de s'écrire, qui est possible. Donc vous voyez que cette dimension de ce qu'il est possible est quelque chose d'insaisissable, d'important, et on pourrait dire que l'amour, ce chiffre particulier, cette référence au 3, l'amour en tant qu'élément de discours, je ne parle pas de l'amour tel qu'on en parle habituellement, c'est cette dimension-là, et c'est, je crois, ce que Freud a appelé, évidemment, avec toutes les difficultés qu'il a rencontrées lui, l'amour de transfert, avec toutes les difficultés qu'il a rencontrées sur le mode narcissique avec certaines patientes, on peut comprendre ça. Enfin, et, finalement, il défrichait, on défriche, on déchiffre, on fait comme on peut, c'est-à-dire qu'on erre, et c'était son errance à lui. Alors, il importe que toute cette dimension des non-dupes qui errent, c'est la dimension du 2, puisque c'est ceux qui savent à peu près où ils vont, ceux qui savent ce qui est en jeu. Et on ne peut pas ne pas évoquer ce voyage, Lacan prend l'expression de Viator, ce voyage qui est notamment particulièrement, que je connais, moi je ne sais pas comme c'est dans les autres religions, mais qui est celle du christianisme, à savoir qu'on est là finalement en se bas monde, comme on dit, on est là en se bas monde pour faire un voyage
qui doit nous conduire au fait qu'il y a un autre monde. Donc on est là, et puis ma foi, on fait comme on peut, on a, je dirais en quelque sorte, intérêt à respecter à peu près quoi? Ce qu'on appelle l'amour divin. Qu'est-ce que c'est que l'amour divin? Je crois qu'on aura à reprendre ça à partir justement des trois éléments, réel, symbolique, imaginaire, pour se rendre compte que dans un discours finalement, pour dire dès qu'on entend quelqu'un qui parle, si on accepte d'être dupe de ce dont je parle, j'essaie de parler, c'est très compliqué. C'est pas simple du tout parce qu'on est pris immédiatement par la sphère, c'est-à-dire qu'on se met à penser, évidemment. On va se figer sur le plan habituel, et alors toute la question va être celle, par exemple, on va prendre un peu les choses, s'il y a trois éléments, si on prend vraiment cette dimension du 3 comme étant quelque chose de très important, et donc le 3 c'est pas le troisième élément, le réel, Lacan insiste beaucoup là-dessus, le réel c'est pas la troisième dimension qui vient se mettre avec les deux autres. Ça, il l'a dit au début. Mais c'est pas ça le réel. Il dit le réel, c'est ce qui fait qu'à L3, elle fasse 3. Que chacun des trois fasse 3. C'est dans le fasse 3, dans cette consistance. Vous voyez la vérité qu'il y a dans la question de la Trinité, par exemple. Alors ça ne veut pas dire que c'est ça la Trinité, mais quand même qu'il a été posé, qu'il en faut 3, c'est quand même important, c'est quelque chose qui a concouru d'une façon ou d'une autre, puisque même si c'est une interprétation, ce qu'on va dire une sorte de mise à plat, parce que dès qu'on parle de 3, on parle du nœud borroméen, c'est-à-dire de ce point de tiraillement, et non pas de la mise à plat sur la surface. Dès qu'on met à plat, dès que vous mettez à plat les trois dimensions, en quelque sorte, à ce moment-là, on revient sur le 2. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que l'importance du nœud, tel que le dit Lacan, et que Lacan l'expérimente, d'ailleurs je crois qu'il dit ça, ou du moins c'est ce qui m'est venu en l'écoutant à nouveau cette année, c'est que la question qui est posée à tout être parlant, c'est d'expérimenter la structure. Lui, il a trouvé ça. La structure, pour autant que c'est cette dimension, et peut-être que c'est pas Dieu du tout qui est trine, c'est l'être parlant qui est trine. Alors comme il est trine, il va imaginer que Dieu est trine. Mais c'est simplement sa façon à lui de parler de son propre être, à lui qu'il attribue, à celui qui est tout au-dessus de l'échelle de l'être, c'est-à-dire Dieu. Mais finalement, quand il parle de Dieu, c'est lui qui parle, il parle de lui, de toute cette dimension-là, qui est si importante, qui est au lieu de l'être. Et ce qui est terrible, c'est ce qui fait tomber par terre, ce qui peut conduire à la plus grande terreur, c'est le fait que dès que nous abordons cette dimension du 3, en fait, nous le réduisons au 2. Dès qu'on pense, on se met dans le 2. Sauf si on pense dans l'après-coup de ce mouvement particulier que Freud a décrit comme étant celui du mot d'esprit, c'est-à-dire après ce temps de latence, la pensée après-coup. La question c'est de savoir ce que c'est que le coup, justement, qui conduit à cet après, parce que c'est pas un après. En plus, Freud, quand il en parle, de ce Nachträglich, il en parle à propos du symptôme. En fait, ce qui va être important, c'est de bien le placer dans cette question de cette création qu'est le mot d'esprit. Voilà un peu les éléments que nous aurons un petit peu à développer. Et ce que je voulais dire un peu à propos de ce viator, de ce voyage que vous avez trouvé chez Saint-Augustin, évidemment. Vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui est lié à la Renaissance, ou ça existe quasiment depuis le début, et puis je pense qu'on doit trouver ça aussi chez les pères de l'Église qui sont antérieurs à Saint-Augustin. Enfin, je connais un peu plus Saint-Augustin, c'est pour ça que j'en parle. Mais c'est très important parce que la question est de savoir
si ce voyage, parce qu'il y a bien un voyage, la vie est un voyage d'une certaine façon, hein, si ce voyage, en quelque sorte, il va se dérouler d'un point de départ à un point d'arrivée, ce qu'on va appeler le déterminisme psychique, c'est-à-dire le désir inconscient. Voilà. Pas le désirisme, le désir inconscient. C'est quelque chose qui fait que ça se déroule avec les mécanismes de répétition dans tout ce qui passe dans la vie d'un être parlant. C'est-à-dire qu'on est complètement dans une ère, chacun la sienne, où si à un certain moment, et c'est là que se pose à mon avis la question du transfert, sans doute aussi la question de la création artistique, si aussi à un certain moment, dans ce voyage qui se déploie, il va être possible à celui qui est en train, on pourrait dire, de voyager où? Dans le langage, dans le discours, eh bien, il va lui être possible de prendre en compte le fait qu'il peut être dupe de quoi? Eh bien, de la structure, quelque chose qui tombe là, comme ça, et qui ne va pas tomber à côté. Qui va tomber, qui va faire qu'après, quelque chose n'est plus commun. Alors, on peut bien sûr parler de traversée du fantasme, toutes sortes de choses, mais je crois que ça aussi, on se rend compte de l'importance aussi de peut-être de ne pas trop revenir toujours sur des mots, justement, parce que c'est ça, bien ça la question des mots et du sens des mots, qui sont tellement évidents que finalement, on dit toujours la même chose et on en sort plus. Donc le problème, vous voyez, la question du nœud, c'est pas du tout de dire ça, c'est comment les choses s'articulent. Quelle dialectique il y a entre les trois dimensions, si, et c'est ce que, à mon avis, démontre le transfert, ce qui est en jeu, c'est le 3, c'est-à-dire le réel. Alors, comment est-ce qu'on peut un peu préciser ça? Examinons par exemple ce qui se passe dans une phrase. Si je ne m'occupe pas spécialement de ce qui est dit par une phrase. Il y a un sujet, un verbe, un complément. Voilà les trois. Il y a finalement un moyen, c'est le verbe, qui va articuler le sujet et le complément. Et donc toute la question est en permanence, c'est de savoir comment les choses s'articulent par rapport à ces trois positions. Et ce qui peut faire que justement à un moment, non pas ça succède comme quand on comprend le sens, mais comme ce qui peut arriver, c'est-à-dire qu'à un certain moment, quelque chose se noue autrement. Vous voyez, même se noue. C'était dans une mise à plat, et tout à coup, lié à la richesse du langage, lié à quelque chose que j'appellerais comme ça peut-être un peu rapidement, la voix des voyelles, quelque chose qu'on peut travailler tout à fait par exemple dans le chant lyrique. Il y a quelque chose qui fait que, et ben voilà, le signifiant apparaît. Le signifiant, c'est, alors ça c'est une piste qui m'intéresse beaucoup, ça a à voir avec ce qui se module dans la voix. C'est la modulation dans la voix. Donc, c'est pas quelque chose qui touche tellement aux consonnes, c'est quelque chose qui touche aux voyelles. Quand on sait la richesse de l'opéra italien par rapport aux voyelles et au chant lyrique, on se demande comment les choses peuvent s'articuler, surtout si comme dans mon cas, il y a quelque chose qui, à un moment, a noué tout ça ensemble. Voilà, donc un peu les pistes comme ça qui sont un peu lancées pour cette année. Et puis, bien sûr, s'il y a du 3, évidemment, il en résulte de quoi? Il n'y a pas d'amour sexuel. Mais attention, c'est pas au niveau de la compréhension. Il n'y a pas de rapport sexuel. Le seul rapport sexuel, c'est l'idéalisation du 2, par définition. Ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Alors, bien sûr, qu'il puisse s'écrire comme tel. Et donc, le problème, parce que le mot rapport, là, c'est à prendre au sens de la proportion mathématique, hein, on est dans le discours, on n'est pas dans les comportements des êtres, on va dire des êtres humains, à défaut d'être parlants. Hein. Il en résulte que qu'est-ce que c'est qu'être homme? Qu'est-ce que c'est pas qu'être femme? Parce que l'anglais, la question du féminin, c'est peut-être pas la question de l'être, justement. Qu'est-ce que c'est
je reprends un petit peu la façon dont on formule Lacan ça, puisqu'il dit que la femme n'existe pas. Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Il mentionne d'une femme qui s'oppose au tout homme. Et on n'est plus du tout dans le deux, c'est-à-dire il y a les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, notamment selon leur apparence. D'ailleurs, il suffit de faire un examen de tissu. Je ne parle pas du germain, je parle du soma pour se rendre compte que ce soit un tissu de ce que l'on appelle un homme ou une femme, eh ben c'est la même structure. Vous voyez qu'il y a quand même des choses qui ont été réglées comme ça de façon très, très arbitraire au niveau du 2, parce qu'il fallait bien régler des choses comme ça, hein, mais de par la nomination. Mais en fait, ce qui est en jeu, c'est ceci. Alors je vais m'arrêter sur on a encore 10 minutes, un quart d'heure, tout là, un petit peu illustrer ça. De la façon suivante, parce que finalement on est tous pris dans des récits, dans des histoires, dans du 2, hein, dans la compréhension, dans la pensée. Donc, c'est pas du tout, je dis pas du tout ça pour dire qu'il faut que ça soit autrement. Mais on va prendre un truc que tout le monde connaît. C'est le début de la Genèse. C'est le début. C'est cette histoire la plus originelle. Parce que quand même, il faudrait peut-être sortir un peu des trucs de ce mythe. Alors on va le prendre sur le côté un peu du mythe pré-chrétien, comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire entre un homme et une femme, finalement? Alors on va mettre un tentateur par là, cette femme, enfin. Et puis qu'est-ce que c'est que cette pomme? C'est un peu le problème. Alors bien sûr, immédiatement, on glisse là-dessus, on a très vite, la pomme, c'est la femme qui tente l'homme, etc. En plus, elle a trouvé quelqu'un qui l'a subverti, etc. Et puis il y a le grand-papa qui rapplique après, etc. Et puis voilà, ça se termine, comme vous savez, avec le fait que, ben voilà, tu éclates ton pain sur ton front, et puis finalement, voilà. Est-ce que c'est ça? Et la culpabilité? Est-ce que l'important c'est de prendre le texte, parce que c'est de ça dont je vais essayer de vous parler, de prendre le texte et de comprendre. Et si on fait ça, qu'est-ce qu'on oublie? On oublie tout ce que j'essaie de dire. On oublie quoi? On oublie notamment dans ce récit qu'il y a une chose qui est un peu citée en général, c'est la question de l'arbre. C'est pas la pomme qui est importante, c'est l'arbre. Alors l'arbre de vie, bien sûr, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais si on se met en direction de cet espace particulier, dont je n'ai pas beaucoup parlé, je vais essayer seulement comme ça de le situer, cet espace de la substance jouissante. C'est-à-dire de cette jouissance dont on a parlé l'an dernier, cette jouissance justement qu'il ne faut pas. La jouissance qu'il faut est justement ce qu'il ne faut pas. Je l'ai dit plusieurs fois l'année dernière. Qu'est-ce que c'est que cette jouissance qu'il faut? Au sens de ce qu'il manque. Ce qu'il faut, c'est quelque chose qui manque. Quelque chose qui est articulé au manque. Dans ce récit, évidemment, et ça ne cesse pas de se répéter avec des variantes, on va y trouver la culpabilité, on va y trouver toutes sortes de choses, mais on va y trouver évidemment, vous savez tous, le péché originel, et puis le christianisme, et puis c'est Saint-Augustin, et puis ce sera tout cet art, tout ce monde. On ne va pas reprocher ça parce que c'est logique, dans cette logique du deux, de la pensée et de la compréhension. Mais là, si c'est un mythe, ben par définition, un mythe, il n'y a pas qu'une version du mythe. C'est-à-dire que chaque personne qui parle du mythe va en parler à sa façon, mais véritablement à sa façon. C'est-à-dire que le mythe, c'est une façon indéfinie de dire quelque chose, de signifier quelque chose. Et je crois que là, sans doute, on touche à la rencontre entre Lacan et Lévi-Strauss. C'est pas tellement évident quand on sait, mais je crois que c'est un peu ça. Savoir que l'un et l'autre ont touché, alors Lacan l'a dit évidemment, à cette dimension de la jouissance. Autrement dit, l'arbre qui est en jeu, qui est présent, qui est là. Alors évidemment, si on dit que l'arbre, parce qu'il ne parle pas au sens des mots, eh ben on ne s'en occupe pas, qu'il est passif. Mais dans un discours, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que ça c'est passif, on ne s'en occupe pas. Alors on sait qu'on peut être influencé par le cadre, par d'autres choses, mais ça va au-delà de ça.
l'arbre qui est présent dans cette scène, lui, il est là, il est vivant. Un arbre, c'est vivant. Qu'est-ce qu'il en pense de cette scène, de ce tableau, de ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il en pense? Et là, quand on rajoute, est-ce qu'il joue? Il faudrait titiller les tétines de l'arbre. Et on est complètement dans un autre univers. Et là, hein, c'est Apollinaire avec les mamelles de Tirésias. Hein. C'est les poètes qui disent des choses comme ça. Si on se met à titiller un peu les mamelles de l'arbre, peut-être qu'on en apprendra un peu plus sur l'être parlant. Parce que justement, il ne dit rien l'arbre. Mais c'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il n'est pas parlant d'une certaine façon. Parce que la parole, c'est pas quelque chose qui s'articule qu'à des mots. C'est plutôt quelque chose qui survient quand les mots, d'une certaine façon, ont perdu leur usage habituel, c'est-à-dire leur sens habituel. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose comme ça qui est présent dès que quelqu'un parle d'un rêve. Et toute la question est celle de ne pas se laisser prendre par le fait qu'on comprend. C'est-à-dire qu'on n'est pas dupe. On n'est pas dupe. Finalement, il ne la fait pas. Moi, je comprends là. Je connais en plus. Je peux vous citer tout ça. Là, ça s'est passé au 1er, 2e, 3e, 4e, 5e siècle. J'ai les dates, j'ai les auteurs, j'ai tout. Puis voilà, puis je fais un truc. Puis alors, ça apporte quoi? Ça apporte certainement des éléments, mais c'est surtout pour un petit peu noyer les choses importantes. Le problème, c'est basé là-dessus, la psychanalyse, c'est le rêve. C'est pas la valeur divinatoire du rêve. C'est pas ce qui est écrit dans le rêve, au sens de la compréhension. C'est quand quelqu'un va parler de son rêve, ce qui va être important, c'est même pas ce qu'il pense qu'il va dire, c'est ce qui tout d'un coup va se passer dans quoi? Dans sa voix. Il y a quelque chose qui va passer dedans. C'est là qu'il se passe des choses importantes. Donc, si la psychanalyse part du fait que, bien sûr, il est demandé, en quelque sorte, de dire ce qui vient, c'est-à-dire un peu n'importe quoi finalement, Dieu sait si c'est difficile, mais c'est parce que ce qui compte, c'est pas le signifié, c'est pas ce qui va être raconté, et pourtant, il va bien falloir qu'elle soit importante. Qu'elle soit importante au sens où pour celui qui parle, au moins, il pense que c'est important, sinon il ne va pas en parler. Et qu'il pense que celui à qui il parle, pour lui, c'est important. Voilà la dimension du semblant, c'est-à-dire du sens dont parle Lacan. Il faut que l'analyse soit dans cette position-là. Mais, c'est pas ça qui est attendu. C'est autre chose. Alors, je crois que je vais m'arrêter là ce soir. Sur cette question de ce qui est en jeu dans le discours et dans le fait qu'il y a une énigme, c'est qu'est-ce qui fait que le discours analytique apparaît à un certain moment, qui n'apparaît pas après. On ne peut pas se baser uniquement sur le fait qu'il y a comme ça quelqu'un de génial qui s'appelle Freud, depuis que c'est survenu à Vienne, parce qu'on a fait un colloque à Vienne en 2003, c'est le premier colloque d'assistance. Alors c'est bien, je veux dire, on peut tout expliquer, vous voyez que c'est parce que c'est à certaines positions géographiques. D'accord, et alors, c'est bien plus compliqué que ça, c'est bien plus intéressant que ça. Parce qu'après tout, les historiens, ils font des études tout à fait intéressantes dans ce champ du deux. Donc la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, cette dimension du 3, qui est ce qui fait 3, cette consistance, ce corps-sistance qui apparaît, qui est la dimension du corps, ça, on va y revenir, qu'est-ce qui fait que ça apparaît, et d'autant plus que c'est en quelque sorte précédé par la science, mais pas la science à laquelle s'attache Freud. C'est la science d'une certaine logique, que Lacan a repris comme étant la logique du réel. C'est-à-dire celle qui se transmet avec des lettres.